Écrit par Steel Palvou et réalisé par Ronnie Hu, qui avait fait un petit carton sur le sol américain avec la fiancée de Chucky, le 51e État, a au moins une certaine valeur d'originalité en tant que film d'action, basé en Grande-Bretagne. Le scénario du choc des cultures est une formule éprouvée pour faire entrer clandestinement de gros poissons américains dans un petit étang britannique. Le flic de Chicago joué par John Wayne dans Brannigan et le flic joué par Harvey Keitel dans The Young Americans en sont de parfaits exemples. Ici, le maître chimiste Elmo McElroy, joué par Samuel L. Jackson, se retrouve de l'autre côté de la loi. Après un préambule explosif, il s'envole pour Liverpool afin de conclure un accord de plusieurs millions de dollars pour la formule d'une nouvelle drogue qui serait 10 fois plus puissante que la cocaïne. Avec son statut d'outsider renforcé par un kilt et un ensemble de clubs de golf, il est bientôt initié au charme culinaire du fish and chips et aux subtilités de la langue locale. Si j'avais voulu manger, je serais allé à Paris, ok? Mais t'as qu'à y aller en France, hein. C'est pas loin et c'est plein de gros cons prétentieux qui détestent les ricains autant que nous. Jackson, le mec cool au centre d'une intrigue trépidante, est entouré d'une galerie de locaux très grossiers et comiques, dont Félix de Souza joué par Robert Carlyle, un dur à cuire fanfaron qui déteste les Yankees et qui finit par devenir son compagnon d'armes. Il y a aussi l'assassin efficace Dakota Phillips, joué par Emily Mortimer, qui reçoit d'abord l'ordre de tuer Elmo, puis de le maintenir en vie jusqu'à l'arrivée de son ennemi juré en quête de vengeance. Et bien sûr, Dakota se trouve être l'ex-petite amie de Souza. Putain! Je t'avais dit de te pousser, Félix. Merde! Il m'a touché! Où? En plein dans le cul! Dans ce monde de brutes subsiste un soupçon de douceur en la personne d'Emily Mortimer. Elle incarne Dakota, une tueuse aussi belle qu'implacable. Et malgré la présence de deux acteurs aussi charismatiques que Samuel L. Jackson et Robert Carlyle, elle parvient sans difficulté et en finesse à imposer son minois. C'est la révélation du film. L'attrait du film réside dans la dynamique qui se crée entre ces trois protagonistes, qui propulse un film qui n'a par ailleurs pas vraiment de temps mort. C'est ce trio qui est au cœur du 51e État, et c'est autour d'eux que s'agite une poignée de personnages secondaires, plus ou moins dangereux. Il y a un flic ripou et son partenaire, des gangsters de Liverpool, une bande de skinheads magnifiques de crétinisme, et le lézard joué par Meatloaf, un criminel américain qui est l'ancien employeur d'Elmo et qui aimerait bien remettre la main sur lui. Il y a aussi un personnage un peu ambigu de marchand d'armes, joué par Ricci Fans, ici complètement déjanté. Les personnages sont caricaturaux, et ce n'est pas en soi un mal. Ils sont brossés à grands traits, et n'évoluent pas ou que très marginalement. Ils n'en ont pas le temps. La caricature participe de l'humour déjanté du film, et favorise le rythme rapide de la narration, en donnant aux personnages quelques traits visuels, et des motivations rapidement cernées. Elmo, interprété par Samuel L. Jackson, est un afro-américain super cool, qui porte divinement le kilt, et qui finit le film à poil et en toute décontraction. Son arrivée à Liverpool va provoquer une zizanie, mais il semble beaucoup s'amuser au milieu des balles qui volent, et de la pagaille qu'il sème. Il est en quête d'émancipation, même s'il faudra attendre la fin pour comprendre toutes ses motivations. Face à tant de coolitude, et parce que la tueuse Dakota est elle-même d'une classe quasi imperturbable, quand elle manipule les plus ou moins gros objets phalliques qui sont ses outils de travail, Félix, le personnage interprété par Robert Carlyle, a toute la latitude pour en faire des caisses, entre son amour des Reds, qui le pousse à aller narguer chez eux les supporters de Manchester, jusqu'à sa détestation des Américains. Il est parfait dans son rôle de petit teigneux façon Joe Pesci, façon Cockney. Bienvenue en Angleterre. Enfin, quand je dis bienvenue, c'est une façon de mentir très poliment. Ronnie Hu sert ce mélange enivrant, sous-tendant Tarantino-Guy Ritchie avec toute l'attitude belliqueuse à laquelle on pourrait s'attendre. Un gros point positif du 51e État, c'est l'absence de temps mort. Grâce justement à ces incessants rebondissements, comprenant des trahisons, retournements de veste et chantage, le déroulement de cet ovni ne faiblit à aucun moment. Sans être pour autant complètement happé par l'intrigue rocambolesque, on assiste sans jamais s'ennuyer aux nombreuses péripéties de nos héros. Enfin, plutôt anti-héros. La réalisation nerveuse de Ronnie Hu y est d'ailleurs pour beaucoup. À raison d'une idée par plan, il transcende l'histoire en mêlant astucieusement violence à l'état pur et humour réfléchi. Aucun procédé stylistique n'est ignoré alors qu'il utilise des angles de caméra étranges, des prises de vue en plongée et des ralentis pour donner du punch à un contenu que les âmes les plus délicates pourraient déjà considérer comme trop direct. On note cependant quelques effets de style oblige dus à la mode des accélérés et autres explorations numériques faisant passer la caméra partout à travers
faire n'importe quel trou de n'importe quel objet anodin. Le résultat est un chaos énergique avec un beau casting, et un casting qui s'amuse. Le 51e État s'inscrit parfaitement dans la lignée des films de gangsters britanniques modernes. Drogue, armes à feu, explosions, gangs plus ou moins stupides qui recherchent tous la même chose, poursuite en voiture, exposition dans une boîte de nuit, football, dialogue spirituel et violence loufoque. Surfant plus ou moins sur la vague des films à la Guy Ritchie, comme Snatch, c'est-à-dire une comédie ayant pour principaux protagonistes des gangsters, le film de Ronnie Hu parvient néanmoins en s'en démarquer assez pour ne pas se faire accuser de vulgaire pompage ou de manque d'originalité. Si on y retrouve des éléments directement issus des films de Ritchie, comme par exemple l'humour concernant les différents accents, ici l'accent cockney en version originale, ou encore la galerie de personnages volontairement caricaturaux, on ne sent jamais que les auteurs ont voulu faire pareil. Le film y fait certes penser, mais il n'adopte pas la structure de Ritchie, où les différents protagonistes et les différentes trames se croisent et se recroisent, créant de plus en plus de situations rocambolesques et humoristiques. Et Ronnie Hu ne tente pas non plus de copier la réalisation de Ritchie, mise en scène hystérique agrémentée d'une image au grain omniprésent et aux teintes brunâtres. Le film semble également reprendre la composante principale du buddy movie en suivant l'évolution de deux personnages pas forcément antagonistes mais bien différents, l'afro-américain expéditif et intraitable et le petit gangster anglais fan de Liverpool. Les deux personnages sont fort bien écrits et surtout harmonieusement interprétés par Jackson et Carlyle, une alchimie qui fait fonctionner le duo à la perfection, offrant au public son lot de séquences hilarantes. Si le 51e État ne constitue pas le film du siècle, ni même le meilleur en son genre, il demeure une bonne alternative aux blockbusters estivaux et un très bon moment en soi. Le 51e État est un jovial jeu de massacre qui ne s'excuse de rien et dont peu de personnages sortiront vivants. Dans ce contexte, la recette de la dernière drogue inventée par Elmo n'est rien d'autre qu'un bon vieux MacGuffin, une variante narcotique du mirifique faucon en or des Chevaliers de Malte, objet de toutes les convoitises dans Le Faucon maltais, adapté sur grand écran par John Huston avec Humphrey Bogart. Un prétexte pour faire rire et frissonner devant les méfaits de gens peu recommandables. Le film n'est peut-être pas original et conventionnel, mais il est très divertissant. Les séquences d'action sont de premier ordre, combinant avec succès crédibilité, suspense et humour. L'influence de Hong Kong du réalisateur Ronnie Hu maintient le rythme, mais jamais au détriment de l'intrigue ou du développement des personnages. Samuel L. Jackson, Robert Carlyle et en fait la plupart des acteurs ont fait preuve d'un jeu d'acteur superbe. Meatloaf est sans doute le maillon faible, mais quand vous verrez ce qui lui arrive dans une loge VIP du Liverpool Football Club, vous serez heureux qu'il ait été inclus. Cette séquence est surréaliste, mais jouissive. Ronnie Hu, le réalisateur expatrié de La mariée aux cheveux blancs, est en forme, et c'est plutôt rassurant. Ce film ainsi que La fiancée de Chucky prouvent qu'il n'est pas en dessous des tentatives occidentales de Tuark et John Woo. Ce n'est certes pas un très grand film, empêtré dans quelques références d'autres films, comme Trainspotting, Arnaque Crime et Botanique ou Snatch, mais il a cet autre point fort indéniable, sa bonne humeur communicative. Une pipe ? Non, face de raie. Tout au long des 90 minutes bien rythmées, on se marre bien, on s'éclate avec le duo Jackson et Carlyle. Dès la scène d'introduction, qui voit une trop grande sévérité policière à l'encontre d'un fumeur de joint dans les années 70, être à l'origine de la création involontaire d'un maître du crime chimique et peu banal de la scène finale. Entre-temps, l'explication du titre ou les blagues potaches sur les travers des Américains et des Anglais auront propulsé le film au rang de bon divertissement du samedi soir. Et ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce plan de naze ? Félicitations, mon vieux. Voilà ton nouveau coupé. Mini coupé.